Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous, nous embarquons aujourd'hui pour un voyage hors du commun à la rencontre d'un homme qui a repoussé les frontières de l'exploration, un pionnier des pôles, un humaniste engagé, un visionnaire. Paul-Émile Victor, ça fait 30 ans aujourd'hui qu'il nous a quittés, mais en fait il est toujours parmi nous. Et oui, son nom évoque immédiatement la banquise, les traîneaux, le Groenland, mais aussi l'audace, une volonté inébranlable et une passion pour l'aventure. Qui était vraiment cet homme en fait? On va le savoir, un homme aux 1000 vies. Quelles leçons peut-on tirer aujourd'hui de ses expéditions et de ses combats pour la planète? Pour répondre à ces questions, je ne serai pas tout seul. Je vais recevoir Stéphane Dugast, auteur, entre autres, du livre Paul-Émile Victor, J'ai toujours vécu demain. Bonjour Stéphane. Bonjour Richard. De la caméra. Coucou. Et voilà, allez, on va... Et oui, parce que c'est filmé en direct maintenant, évidemment, tout ça c'est nouveau. Avec vous, Stéphane, c'est pas la première fois que je vous reçois et j'en suis ravi. On va retracer le parcours fascinant de cet explorateur du XXe siècle, comprendre son héritage, redécouvrir un homme aussi qui, plus qu'un aventurier, c'était un poète et un utopiste. Installez-vous donc confortablement, mesdames, messieurs, chaussez vos bottes d'explorateur, laissez-vous porter par l'histoire d'un homme qui a vécu 1000 vies, on peut le dire, et toujours tourné son regard vers demain. Pève l'aventurier, dans sa manière d'histoire évidemment. Bonjour Stéphane. Bonjour Richard. Bonjour. Bonjour. Notre aventurier français, curieusement, il n'est pas né en France. Non, il est né, figurez-vous, à Plainpalais, donc dans la proche banlieue de Genève. C'est un concours de circonstances. Ses parents en tout cas son papa est originaire de Bohême, sa maman de Pologne, font partie de ces familles qui ont été attirées par cette France des Lumières, cette France d'Émile Zola, de Victor Hugo qui faisait rêver. C'est la diaspora juive. Et ils se sont installés... Ça, c'est important. Ouais, c'est important. Il aura 10 ans, enfin 7 à 10 ans. Voilà, ce qui est touchant, alors, quand j'ai écrit mes livres, quand j'ai fait ces films, c'est que moi je suis aux antipodes, je suis originaire du Grand Ouest, origine paysanne, terrienne, ou vraiment ancré dans un territoire, on a l'impression depuis des millénaires, mais je ne pense pas. Néanmoins, avec Paul-Émile Victor, ce qui est intéressant, c'est que cette famille donc, s'établit à Saint-Claude, dans cette vallée, pour le papa monter une fabrique de pipes en bois de bruyère. Et il faut faire gaffe à ce qu'on dit là. Voilà. Il y a des pipes toute la journée, bah oui. Ça fait rire les enfants quand je fais des conférences en collège. Mais bref, passons. Et sa maman, au moment d'accoucher de Paul-Émile Victor, va faire appel à une sage-femme originaire de Bohême. Et la sage-femme est établie à Genève. Et donc Paul-Émile Victor est citoyen français, mais a aussi la citoyenneté helvétique. Suisse, évidemment. Alors, c'est pas son vrai nom. Et ça, c'est important aussi, puisque c'est son 3e prénom, en fait. À 3 semaines près, il s'appelait Steinschneider, puisque c'est le dire, c'est pas évident. Puisque le papa s'appelait Victor Heinrich Steinschneider. Il a contracté son nom en Éric Victor en voulant s'intégrer dans cette société française. Inutile de vous dire qu'en 1907, les relents de la guerre avec les Prusses, avoir un nom à consonance allemande était très très mal vu. Entre 70 et 14. C'était pas évident. Et d'ailleurs, ça lui causera des torts par la suite, alors que dans les archives, j'ai découvert un patriotisme incroyable. Et Éric Victor Heinrich Steinschneider va s'appeler Éric Victor, et donc 3 semaines plus tard va naître Paul Eugène, son 2e prénom, Victor. C'est ça, c'est même pas son... Et en fait, le nom usuel, c'était Paul Victor, et pour sa maman, mon petit Popol, mon petit Paul. C'est mignon comme tout. C'est important quand même, effectivement, l'origine juive et puis effectivement leur nom allemand, puisque quand vous le disiez, ça va leur créer des problèmes, puisque la fabrique de pipes, on utilise des viroles de fabrication allemande. Donc c'est quoi des viroles? C'est une espèce pour tourner, pour tourner un petit peu. En fait, les pipes sont faites en bois de bruyère, avec des qualités de tirage de la cheminée pour la fumée, et vous avez un petit morceau métallique, c'est ça. Voilà, la virole. Et vous avez aussi un petit morceau d'ébonite qui, à l'époque, nécessite une vraie technique qui, vous savez, que vous mettez à la bouche. Et cette fabrication de pipes en bois de bruyère va connaître un grand succès, puisque la guerre de 14, les poilus, ils fument. Et cette vallée de Saint-Claude, il n'y a pas de hasard, puisqu'il y a une rivière qui coule, il y a de l'eau, c'est encaissé, il y a tout ce qu'il faut. Et
Éric Victor va faire des jaloux puisque ses affaires vont être très très prospères. Et en 1914, figurez-vous que des maîtres pipiers, comme on dit, vont le dénoncer, et c'est l'affaire Saint-Claude. Il y a des relents un petit peu des similitudes avec l'affaire Dreyfus. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est à la fois ses origines juives qui lui jouent un sale tour. En plus, ce qui est assez étonnant, c'est que Éric Victor ne va pas pratiquer sa religion, et même son épouse, Laura Victor, née Blome, va elle épouser la religion catholique. Donc tout ça a été quand même une assimilation qui était totale. Et puis il y a ce nom Steinschneider qui est comme une tache sur le dossier. Et évidemment, les esprits chagrins, les esprits jaloux vont mettre ça en avant, et ils vont même jusqu'à balancer des folles rumeurs, des fausses rumeurs, comme quoi l'Ostrobosch, vous voyez, en plus, entre guillemets. On est vraiment dans cette ambiance. Hein. Voilà, et puis on est dans une vallée encaissée. Elle est autrichienne, je crois, sa mère. Voilà, sa maman était née en Pologne et s'était rencontrée. Lui était en Bohême, donc Autriche-Hongrie, on va dire. Et c'est des relents, donc il va être dénoncé. Et moi, je suis tombé sur ses courriers où il demandait à aller au front. Alors, il avait plus de 40 ans au moment de 1914. Il était hyper patriote. Il écrivait des courriers à l'armée française en disant je ne comprends pas, je veux être mobilisé, je veux me battre pour mon pays. Et sachant que mes camarades de Bohême, donc il avait évidemment d'autres ex-compatriotes qui, eux, étaient sur le front. Et là, j'avoue qu'en bon français, je ne sais pas si c'est ce qu'est un bon français, mais j'ai eu honte des réponses, quoi. On lui stipulait que non, c'était pas la peine. Et puis, il se fait arrêter, il se fait dénoncer. Évidemment, tout est fable et affabulation, mais le climat est à la suspicion totale. Et il va se faire interner en Saône-et-Loire, à Blanzy, je crois. En plus, il se fait interner. Il se fait interner, et dans la vie de Paul-Émile, c'est comme, on dirait aujourd'hui dans un mauvais français, il y a un blackout. Ouais. Et la famille va du coup déménager, puisque l'atmosphère est nauséabonde à Saint-Claude, et va s'établir dans la préfecture du Jura, à Lons-le-Saunier, et le papa va remonter une fabrique de pipes en bois de bruyère, va lui adjoindre une fabrique aussi en stylo, avec les bonites, et évidemment, le commerce va redémarrer, et l'entreprise va être florissante, et normalement, Paul-Eugène Victor aurait dû prendre la suite de papa, c'était logique. Mais dans ce climat-là, évidemment, c'était pas évident, et ça l'a marqué toute sa vie, en fait. Hein. Je pense, pour avoir envie de partir. Ouais, il y a une espèce de, pas de déni, mais je pense, alors là, je fais un peu le psychiatre, mais et puis c'est une époque où on le verra plus tard, peut-être, pendant la guerre 39-45, la maman va vraiment taire les origines juives de la famille. C'est une époque où on taisait tout ça. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas cette masse d'informations. Et Paul-Émile Victor aura juste une anecdote. Ça, c'est Daphné, avec qui j'ai coécrit. C'est sa fille. J'ai coécrit les biographies. J'ai fait beaucoup de travaux et je suis au fonds de dotation de Paul-Émile Victor, qui continue de faire vivre la mémoire de Paul-Émile. Elle disait qu'elle n'était pas au courant. C'est grâce au biographe, enfin au documentariste Thierry Fournier, qui a fait une thèse sur Paul-Émile Victor, qu'on a déniché tout ça, et qu'elle se souvenait juste d'une anecdote un jour où elle écoutait de la musique tzigane. Son papa lui avait dit, ou lui aurait dit, tiens, c'est marrant, j'ai des affinités avec cette musique, c'était comme si j'étais né là-bas. Voilà. C'est drôle, c'est curieux, hein, c'est marrant, c'est effectivement marrant. Oui, je parlais tout à l'heure des viroles parce que c'est de fabrication allemande, et donc bien entendu, ils ont été embêtés avec ça aussi. Comment il grandit finalement? Cette passion pour les voyages, elle arrive comment? Parce que c'est pas tout de suite, en fait. Non, c'est la Villa Bernard. Donc la Villa Bernard, vous êtes à côté de la gare de Lons-le-Saunier, dans le département du Jura. Pas du tout au bord de la mer. Pas du tout dans cet univers-là. Lons-le-Saunier est une petite ville de province où il fait bon vivre. Donc vous êtes dans le bas Jura. Vous n'êtes pas dans les reculés, dans les monts du Jura. Vous êtes pas loin de la plaine, mais vous êtes dans une ville où la nature n'est pas loin. Paul-Émile Victor fait 5 minutes à pied à l'époque, et il est sur une montagne, comme il dit, mais qui n'est pas une montagne, mais qui a une côte, la côte de Montaigu. Et il va grandir dans cette nature qu'on imagine, cette France un petit peu qu'on a tous en tête, l'été, où les cigales, les insectes bucoliques, l'hiver un petit peu plus rude, etc. Et Paul-Émile Victor, dans cette villa bourgeoise, contiguë à l'usine de papa, se fabrique ses cabanes. Alors, sous les toits, il a une mansarde dans laquelle il lit, dans laquelle il punaise 2 photos qui l'accompagneront toute sa vie. Une photo d'Esquimaux, Richard, figurez-vous, et une photo de Polynésien. Et
ce qui seront ces 2 capes. Descartes, il lit Les Voyages extraordinaires de Jules Verne, qui sont une fabrique à rêves, une fabrique à voyages. J'en suis aussi un disciple. C'est vrai. Ah bah ouais, Ça a marché. ça a marché. Et puis il lit aussi le journal L'Illustration, qui est à l'époque relate les grandes expéditions. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.